Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, nous attendons les dernières personnes à se connecter. Voilà, reste encore quelques secondes, le temps que tout le monde puisse se mettre en place. Alors, bonsoir à tous. Merci, mais vraiment un grand merci d'être aussi nombreux ce soir. C'est quand même le premier webinaire dédié aux assistants dentaires. Je suis Sonia Payet, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis assistante dentaire depuis maintenant 28 ans. J'ai la chance aussi d'être intervenante chez Élan Dentaire, centre de formation. Je remercie Cronceram tout d'abord pour avoir permis de faire ce webinaire. J'ai la chance de le présenter avec Nathalie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sonia. Merci pour ces nombreuses inscriptions pour ce premier webinaire destiné donc aux assistants dentaires. Donc comme dit, merci à Cronceram, merci à Morgane et Fabrice qui ont œuvré dans l'ombre pour que vous soyez nombreux à avoir cette information. Donc, ce soir, le thème de la CCAM, alors ce n'est pas toujours un thème qui nous passionne, ceci dit, ça reste quand même notre quotidien. Nathalie, la CCAM, tu peux nous expliquer? Alors, déjà, dans un premier temps, j'ai juste une petite précision, c'est qu'en 1 heure, on n'aura évidemment pas le temps de faire le tour de la CCAM, puisque c'est un sujet qui est très complexe. Et donc, je ne me suis pas présentée jusqu'au bout. Je suis effectivement assistante dentaire depuis 31 ans et donc également intervenante chez Élan Dentaire dans le Haut-Rhin. Donc, entre autres, en charge de présenter cette journée à nos apprenants. Donc, effectivement, comme dit, le cours théorique, c'est une journée complète de 7 heures. Donc, évidemment, en 1 heure, on n'aura pas fait le tour. Mais on vous a ressorti effectivement certaines généralités très importantes pour pouvoir bien maîtriser justement la CCAM. Donc, qu'est-ce que la CCAM? C'est simplement la classification commune des actes médicaux. Donc, pourquoi commune? Puisque c'est aussi bien pour le dentaire que pour les sages-femmes, les kinés, les ORL, plein de professionnels de santé donc font appel à cette CCAM-là. Donc, c'est une liste exhaustive des actes techniques qui sont réalisés par les professionnels médicaux, donc qu'ils soient remboursables ou non. Elle a été mise en place donc à partir de juin 2014. Pour les plus anciens, c'était la NGAP. C'était la NGAP et donc c'était un grand chamboulement un pour nous. tremplin. On s'est dit, mais jamais on va y arriver. Quand on voyait tous ces codes, on s'est dit, non, mais c'est pas possible. Mais on a quand même des logiciels qui nous permettent de le faire facilement. On ne connaît pas tous les codes et heureusement, on a juste à rentrer, par exemple, dans notre logiciel DE. On va taper sur DE et on aura le code qui va s'inscrire. Et heureusement. Et effectivement, il y a un gros travail de paramétrage en amont, puisque quand vous avez votre logiciel, il faut paramétrer tous les actes avec vos codes à vous, afin de pouvoir ressortir le bon code CCAM qui correspond à l'acte qui est réalisé. Cependant, il y a quand même des actes qui sont restés donc en NGAP, donc en nomenclature générale des actes professionnels, puisque l'orthodontie est restée NGAP, et en omnipratique, il y a la consultation, et donc les codes pour les examens de prévention bucco-dentaire, le BDC, BR2, BR4 et BRP, donc pour la panoramique dans le cadre des examens de prévention bucco-dentaire. Qui restent vraiment les mêmes, quoi. C'est ça. Ensuite, donc du coup, pour trouver ces codes, alors il y a différents codes, mais assez faciles à repérer. Alors, au départ, effectivement, on a donc la notion d'acte global, c'est-à-dire qu'à un acte correspond un code. Et un code correspond à un acte. Il n'y a plus la notion d'assimilation. Et donc, c'est un libellé. En fait, vous avez le code et en dessous, il y a le libellé qui correspond donc à l'acte. Par exemple, pour une dent de sagesse, excuse-moi Nathalie, par exemple, pour une dent de sagesse, l'acte global va être d'extraire la dent de sagesse, de retirer les fils dans la séance suivante et ça fait partie d'un acte global. Ce n'est pas comme dans certains pays où en fait ils vont vous facturer par exemple le nombre de carpules. C'est ça, en Allemagne par exemple. En Allemagne par exemple, c'est comme ça. C'est comme au restaurant, ce que vous avez consommé en fait, vous le payez à la place ou que vous ne le choisissez pas. Tandis que là, ça reste complètement global. D'où la globalité. Donc, on vous a mis un exemple donc, pour l'avulsion d'une dent permanente sur arcade sans alvéolectomie. Donc, le libellé est clair, c'est vraiment, on extrait la dent. C'est une extraction simple. Donc, le code, c'est le HBGD 036. Et voilà, donc si dans la même séance, par contre, on extrait une dent et qu'on fait une alvéolectomie, donc on peut très bien coder la dent avec le code qui correspond à l'avulsion avec alvéolectomie.
C'est facile aussi à repérer dans votre logiciel, avec ou sans, et vous codez, vous cliquez en fonction de C'est ça. ce qui a été fait. En fait, avec la CCM, maintenant, il faut des C'est logiciels métiers. ça. C'est plus comme dans le temps où on pouvait faire des feuilles de soins C'est ça. manuscrites en se servant juste des 4 lettres clés. Là, maintenant, si on n'a pas de logiciel métier, ça devient très, très compliqué. C'est même impossible. C'est juste impossible, tout à fait. Donc, l'acte global, alors, vous avez soit un acte isolé, ou alors une procédure, c'est-à-dire un regroupement usuel d'actes. C'est-à-dire, on peut très bien juste coder un seul acte, parce que c'est ce qu'on a fait, ou on peut avoir plusieurs actes dans la même séance, donc c'est une procédure, un regroupement d'actes. Avec l'acte global, vous avez donc des actes complémentaires. Les actes complémentaires, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un acte qui est fait en même temps dans la même séance par rapport à un acte global. C'est tout simplement l'exemple de la radiographie qui est dans le cadre de l'endo. De l'endo aussi. Et tout ce qui est éléments et piliers supplémentaires pour les bridges. Voilà. C'est essentiellement ces deux catégories-là, où ce sont des actes que on ne pourra jamais facturer seul. Ce sera toujours en rattachement avec le code, donc l'acte principal. Ce qui est un peu logique, on ne pourra pas pour un bridge uniquement coter par exemple un pont, et pour l'endo aussi, on va coter forcément l'acte qui correspond aux radios qu'on va faire pendant, avant, après, etc. C'est ça. Et là aussi, normalement, les les logiciels sont très bien faits dans le sens où si vous saisissez votre code d'endo, il va vous proposer en dessous éventuellement ce qu'on peut rajouter à cet acte-là. Là, en l'occurrence, il n'y aura que les radios, en fait, soit pré, pair, post, ou le forfait des 3 radios. Il n'y aura que ça. Sur notre logiciel, par exemple, on fait un traitement endo et en dessous, on va juste cliquer sur la radio. Et d'ailleurs, on ne connaît pas les codes. Ouais, non, pas du tout. Ils sont relativement bien faits. Alors, l'association d'actes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un code de facturation en fait, qui permet de moduler la valeur de l'acte. En dentisterie, donc, on va avoir essentiellement 3 codes d'association. Le plus connu, c'est le code 4. Le code d'association 4, ça veut dire que l'acte est tarifé à 100% de sa valeur. Donc, on effectue plusieurs actes chez le même patient dans la même séance. Et c'est vraiment la notion de dans la même séance. Donc, chaque acte va être tarifé à 100%. Un exemple, là, on fait une radiographie panoramique, un composite, un détartrage, dans la même séance chez le même patient. Tous ces codes-là auront un code d'association 4, c'est-à-dire qu'ils sont tarifés à 100% de leur valeur. On le voit bien dans les feuilles de soins, en fait, quand on édite la feuille de soins, là, il y a une case code association. Alors là aussi, c'est des choses, en fait, si vous voulez, pas forcément à connaître dans le sens où le logiciel est paramétré, c'est lui qui va le déterminer. Mais des fois, il y a un petit bug. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps au cabinet, où le code d'association ne s'est pas mis, la feuille est partie et la Sécu me l'a rejeté en me demandant de rajouter les codes d'association. Donc, ils n'ont pas réglé au patient, puisqu'il n'y avait pas le code d'association 4 qui était mis. Donc, il fallait tout simplement rajouter 4 manuscritement et renvoyer la feuille pour que le patient soit remboursé. D'accord. Au problème informatique, vous voulez faire une feuille de soins, on en a tous en papier dans nos tiroirs, vous voulez la faire, c'est quand même bien de savoir ce qu'on va mettre dessus. Ça évite aux patients de revenir par la suite. On est bien d'accord. Donc, ces codes d'association 4 sont facturés à 100%. C'est ça. Après, vous avez le code d'association 1 et 2. Donc là, c'est tout simplement en fait pour les actes de détartrage et de gingivectomie qui sont faits dans la même séance. Où là, effectivement, le premier, par exemple, on fait un détartrage complet mandibulaire maxillaire. On saisit donc le code pour le détartrage maxillaire qui va sortir à 28,92 et on fait le mandibulaire dans la même séance. Donc, par contre, le deuxième va ressortir à 50% moins cher que le premier. Donc, il y aura le code d'association 1 et 2. Et s'il est fait dans une autre séance, ce sera un code d'association 1 à 100%. C'est ça. À 28,92. Tout à fait. Tout à fait. Ou en fait, le code d'association, ça veut dire qu'il y a d'autres actes qui sont faits dans la même séance. S'il n'y a que le détartrage, il n'y aura pas de code. D'accord. Donc voilà, mais ça c'est essentiellement pour tout ce qui est détartrage et gingivectomie. Alors, juste petite parenthèse, on a oublié de préciser qu'elles peuvent poser des questions. Oui, tout à fait. N'hésitez pas, alors vous aurez, là vous êtes en direct, donc si vous avez forcément toujours des questions, un assistant dentaire a toujours plein de questions à poser, n'hésitez pas à les poser et à la fin du webinaire, enfin sur le dernier temps, on piochera quelques questions et on essaiera d'y répondre au mieux. Ne nous demandez pas quel code correspond à quel acte, mais ce serait des choses un petit peu plus générales. N'hésitez pas. Merci Nathalie. Voilà, je vous en prie.
Donc, alors, bon à savoir, là aussi, ça c'est plus, je dirais, pour une question de Culture générale. culture générale. Voilà, on n'a pas besoin de savoir effectivement la contenance de chaque livre, hein. Donc, la CCM est effectivement déclinée en 3 livres. Le premier, donc, qui est constitué de 15 articles qui définissent les conditions et codages de facturation des actes techniques. Le livre 2, c'est celui qui nous intéresse le plus, hein. C'est vraiment la liste de tous les codes qui existent pour la facturation. Donc, je le répète encore une fois, que ce soit des actes remboursables ou non, hein. Il existe en tout environ 750 codes juste pour le dentaire. Alors, les codes sont composés de quelle manière? Donc, il y a 4 lettres et 3 chiffres. Les 4 lettres, en fait, ont une signification descriptive. Donc, les 2 premières lettres précisent la localisation anatomique de l'acte. La 3e lettre décrit l'action. La 4e lettre, le mode d'accès ou la technique utilisée. Et les 3 chiffres, en fait, c'est un compteur aléatoire, tout simplement, hein. Donc, on a mis l'exemple de l'avulsion. Alors là aussi, vous avez remarqué, en CCM, il y a le vocabulaire qui a changé. On ne parle plus d'extraction, mais d'avulsion, de provisoire, mais transitoire. On ne parle plus de renomenclature, mais de non pris en charge. Il y a tout un vocabulaire qui a changé. Alors, évidemment, au cabinet, le praticien ne va pas dire on va avulser la dent chez madame. On va dire on parlera toujours d'extraction. Nous, on dit on cueille une dent et ça rassure beaucoup le patient. Donc, l'exemple du HBGD 036, qui correspond donc à l'avulsion d'une dent permanente sur l'arcade sans alvéolectomie. Le H correspond à l'appareil digestif, hein, puisque dans l'arborescence de la CCM, tout ce qui est dentisterie, en fait, démarre au chapitre 7. Donc, le 7 correspond à l'appareil digestif. Le B, c'est la dent. Le G, c'est extraire. Et le D, c'est la voie d'abord ouverte. Donc, voilà. Alors, et les chiffres sont après complètement aléatoires. Et là aussi, il n'y a aucune logique, hein. On pourrait imaginer que… alors, là aussi, dans la notion d'acte global, en fait, quand on extrait une dent, c'est le HBGD 036. On extrait 2, 3, 4, plusieurs dents. Et à chaque fois, un code qui existe par rapport au nombre de dents qui sont extraites du même type d'extraction. Si c'est une extraction simple, qu'on en extrait 3, il existera un code qui dit 3 avulsions d'une dent permanente sur la face sans alvéolectomie. C'est pour ça que quand on les saisit, qu'on fait plusieurs extractions dans une même séance, on va coter par exemple 13, 26, 32, extraction 3 dents, et il y a un code pour l'extraction de ces 3 dents. Au même titre que les scellements-sillons. Il n'y a pas beaucoup d'actes comme ça, mais il y a les radios, la pose des implants, où effectivement, en fonction du nombre, c'est un seul et même code pour l'acte. Et le livre 3, en fait, il précise tout ce qui est conditions de codage et de facturation des actes techniques, donc tout ce qui est resté en NGAP résiduel, en fait, l'ODF et donc les quelques actes qu'on a vus avant par rapport à l'omnipratique. C'est quelque chose qui est toujours bon à savoir, mais qu'on ne va pas forcément toujours retenir. Voilà, tout à fait. Alors, les différents types d'honoraires, il y a plusieurs types d'honoraires, hein, c'est assez récent. Donc, les actes qui sont pris en charge et qu'on dit opposables, les actes qui sont pris en charge mais avec entente directe, hein, donc matérialisés sur la forme de ED, sur la feuille de soins, et les actes non pris en charge avec honoraires libres et tout ce qui est NPC. Hein. Non pris en charge, hein, voilà. On va les voir dans les détails. Donc, les actes pris en charge opposables, en fait, pour être pris en charge, donc l'acte doit être listé dans la CCM, avoir un montant de prise en charge, et remplir les conditions de réalisation et de facturation. Donc, c'est des actes pour lesquels le dépassement d'honoraires est interdit. Un exemple, tout ce qui est justement extraction, les soins conservateurs, les radios, qu'est-ce qu'il y a encore? On ne peut pas demander plus que ce qui est facturé. C'est la CPM qui décide du tarif, et puis vous n'avez pas le droit de demander plus. Souvent, d'ailleurs, dans le quotidien, on a des patients qui vont, une fois qu'on aura fait plusieurs actes et qu'on aura demandé le montant, qui vont dire « Oh là, mais c'est cher », et on leur dit « Mais en fait, c'est des tarifs qui sont donnés, on ne vous demande ni plus ni moins, c'est ce qui est imposé par la Sécurité sociale. » Tout à fait. Interdiction de demander des dépassements. Les actes pris en charge avec entente directe, donc là, il y a une base de remboursement AMO, donc assurance maladie obligatoire, et sur lesquels le chirurgien dentiste donc, applique un dépassement d'honoraires qui est mentionné ED. Donc un exemple, c'est tous les actes qui sont en prothèse conjointe, qui sont en honoraires libres. Donc là, il y a une base de remboursement sécurité sociale et le praticien applique un dépassement d'honoraires, toujours avec tact et mesure. Bien sûr, bien sûr. Et donc, le troisième type d'acte, c'est les actes qui sont non pris en charge, donc toujours
Quand on dit non pris en charge, c'est toujours par rapport à l'AMO, hein, puisque à la il y a les sécurité mutuelles sociale, qui en jouent. fait, enfin l'organisme obligatoire. Tout à fait. Et donc, alors il ne faut pas oublier quand même de noter ces actes-là dans le dossier, hein, puisque même s'il n'y a pas de prise en charge de la sécurité sociale, c'est quand même bon de le noter dans le dossier. Et évidemment, bah, ce sont des actes aussi pour lesquels le praticien va pouvoir se faire honorer. Et donc, avec attribution d'un tarif. Et évidemment, par contre, pour ces deux derniers types d'actes, donc en temps direct et non pris en charge, il y a un devis obligatoire. Donc, devis obligatoire avant la réalisation de l'acte. Et on dit qu'il est non pris en charge en fait par la sécurité sociale, enfin par l'organisme obligatoire. Ceci dit, on fait toujours des reçus parce qu'il y a des mutuelles qui peuvent rembourser certains actes ou qui donnent des forfaits. C'est ça. Alors, le devis. Le fameux devis. Le fameux donc, devis le devis, c'est bien stipulé donc, dans le Code de la santé publique hein, que le devis est obligatoire, d'autant plus avec la nouvelle convention dont on va vous parler tout à l'heure. Il y a un modèle de devis qui est imposé, qu'il faut vraiment respecter. D'ailleurs, certaines mutuelles, même si on ne respecte pas ce formulaire-là, ne donnent pas de réponse et de mettre un petit courrier en disant de s'adresser aux praticiens, de refaire le devis avec le modèle imposé par la nouvelle convention. Et là, le logiciel, en fait, il est en général à jour, tout est dedans. En principe, oui. Oui. Donc là, effectivement, le devis donne la description précise et détaillée du traitement envisagé, avec les matériaux aussi, donc les différentes normes, le montant des honoraires, donc qui correspond au traitement proposé à l'assuré, qu'il soit remboursable ou non, et le montant de la base de remboursement si elle existe. Il peut paraître très compliqué, je trouve, le devis, dans le sens où il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses, mais on va voir un Alors exemple effectivement, tout à il l'heure. a été soi-disant simplifié, mais en maintenant fait, il est sur 2 pour le pages. patient, il n'est pas simple du tout. Tout à fait. À nous de le rendre simple, hein, en le présentant. On va voir un exemple tout à l'heure. Voilà, il y a là, plein vous de choses. avez le devis à l'écran. Donc, là, il se présente sur 2 pages, évidemment, qui peut être plus que 2 pages, hein, en fonction du nombre d'actes qu'on a saisis sur le devis. Donc, là, le premier feuillet, en fait, c'est tout ce qui est information administrative par rapport aux praticiens, par rapport aux patients, les différentes normes utilisées. Alors là aussi, les normes, elles sont paramétrées au départ. Lorsque vous paramétrez vos actes prothétiques, vous mettez les normes des différents métaux, et ainsi que les paniers, hein, puisque on va le voir un petit peu plus tard avec la nouvelle convention, il y a donc la mise en place des différents paniers prothétiques. Et voilà, pour la première partie. En fait, le devis va servir non seulement à donner à titre informatif le prix, mais aussi les actes qu'on va faire. Et je trouve que c'est tellement important quand on présente un devis au patient de parler avec des choses très simples, hein, à faire des gestes, vous avez la racine, on met la couronne, il y a une partie intermédiaire qui est en métal, etc. Et sur le prix, c'est pareil, il y a plein de colonnes, mais qu'est-ce qui intéresse finalement le patient? C'est ce que ça coûte et ce qui va être remboursé. Tout à fait. Alors, en général, je sais que moi, avec un stylo, je leur montre, voilà ce que ça coûte, voilà ce que ça va être remboursé par le régime obligatoire, et envoyez-le à la mutuelle qui va vous dire ce qu'eux, ils vous remboursent. Parce qu'il y a plein de tableaux et ils vont se perdre dans tous les chiffres. Alors, donc, c'est bien de rendre les choses très simples quand on explique aux patients. Tout à fait. La nature de l'acte, n'hésitez pas à modifier les libellés par rapport aux libellés CCM, parce que c'est vrai que si on prend l'exemple d'un code de couronne, où c'est vraiment des termes limites un peu barbares que le patient ne connaît pas. Il suffit juste de lui marquer couronne céramo-céramique et le patient comprendra très bien, tout aussi bien que le libellé classique de la TCM. Hein. Donc là aussi, c'est des choses qu'on peut très bien modifier dans le paramétrage. Et rendre très, très simple, ça demande un peu de travail en amont, mais finalement, une fois que c'est paramétré, tellement les choses tout à fait. Pour le patient, toujours. Hein. Donc, évidemment, la note d'honoraires qui sera remise après au patient. Alors, évidemment, ce devis-là, il est assigné avant le début des travaux. Bien sûr. C'est un consentement, en fait. C'est un consentement. Et d'une part, c'est un consentement. Et d'autre part, s'il devait y avoir un impayé par la suite, le patient, on lui pose sa couronne et au final, oui, je reviens régler et il ne revient jamais. Vous pouvez donc avoir recours à un huissier, mais l'huissier, la première des choses qu'il va vous demander, c'est est-ce que vous avez un devis signé? S'il n'y a pas de devis signé, ce n'est même pas la peine de vous adresser à un huissier, il ne donnera pas suite. Hein. Donc, toujours très important de le faire signer avant. Et qu'il a accepté le choix de son traitement finalement, parce qu'il peut y avoir plusieurs propositions et en fait, il choisit lequel on fait. Je parle par exemple d'un implant, d'un bridge, on lui fait les deux devis, il va signer, ça veut dire qu'il accepte ce traitement en dehors du
Alors, et pareil, par rapport, une petite précision aussi, donc les actes où il n'y a pas de remboursement AMO, donc assurance maladie obligatoire, évidemment, ces actes-là sont sur le devis, mais par contre, ne seront pas sur la feuille de soins. Sur la feuille de soins ne figurent que les actes où il y a une base de remboursement. Mais par contre, après, doivent figurer sur la note d'honoraires qui est remise au patient, qui l'adresse à sa mutuelle, donc pour se faire éventuellement rembourser en fonction de son contrat. Tout à fait. Voilà. Voilà déjà pour le devis, ça paraît tellement complexe et ça l'est un petit peu. Et ça l'est un petit peu, tout à fait. Alors, donc la fameuse nouvelle convention la dentaire. fameuse nouvelle convention. Donc, elle est mise en place depuis 2019. Donc, c'est une convention qui est sur 5 ans. Donc là, on arrive à la dernière année. Alors, par contre, ne me demandez pas en question qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite. Pour l'instant, je n'en sais rien. On ne sait pas, on n'a aucune... C'est surprise avec la CCM toujours. Donc, on verra qu'est-ce qui va nous pendre au nez encore pour janvier 2024. Donc, comme vous avez pu remarquer, chaque année, il y a des revalorisations d'actes conservateurs. Donc là, les derniers en date, c'était tout ce qui était extraction et seulement qui ont été revus à la hausse. C'est également, a priori, pour rééquilibrer dans la durée l'activité des chirurgiens dentistes. Donc, étendre la prévention et l'accès aux soins dentaires aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là. Donc, les examens de prévention bucco-dentaire pour les enfants, pour les femmes enceintes. Il y a quand même des choses qui ont été mises en place. J'ai cru comprendre même qu'ils utilisaient un petit peu, ils pouvaient vous demander les documents et l'utiliser un peu comme base de statistiques. Mais c'est tout à fait le but des examens de prévention bucco-dentaire. Donc là aussi, souvent, on n'a pas trop envie de le remplir au fauteuil parce que voilà. Alors, mais remplissez-le. Moi, j'ai eu le cas une fois pour l'instant, depuis que ce procédé-là existe, où j'ai eu un courrier de la Sécu qui me réclamait les examens remplis de certains patients où il a fallu que je le ressorte et que je le renvoie. Donc, heureusement qu'on le remplit au fur et à mesure. Alors bon, c'est toujours faisable par la suite en fonction de l'historique, à condition que le patient ait un historique. Mais il vaut mieux le faire tout de suite. Ça prend 5 minutes, même pas 5 minutes. Le praticien dicte effectivement qu'est-ce qu'il faut noter sur la feuille. On le scanne dans le dossier et puis comme ça, si la Sécu le demande, on l'a. Oui, puis il n'y a pas trop d'éléments en fait dessus finalement. Hormis ce qui est administratif, il n'y a pas grand-chose en bas, c'est relativement vite. Faites toujours attention aussi quand même à la date de validité, puisque ce document-là est valable 1 an, et même si c'est 1 an et 1 jour, c'est trop tard. C'est dépassé, vous l'envoyez à la sécurité sociale refuse effectivement la prise en charge, puis part du principe que le patient a 1 an pour venir. C'est ça. Qui est tout à fait légitime. Et petite technique aussi, vérifiez bien qui est l'assuré, parce que des fois, ils viennent avec la carte de la maman, finalement, c'est le papa. Et en fait, la sécurité sociale peut bloquer aussi. Il peut y avoir des rejets, tout simplement. C'est ça. Ça nécessite par derrière de reprendre les feuilles, de refaire soit des feuilles dégradées ou des feuilles de soins papier. Qui nous demande encore plus de travail. Plus de travail, comme si on n'en avait pas déjà assez. Ça doit être ça. Surtout qu'on aime, mais pas forcément tout ce qui est administratif. Enfin, moi, à titre personnel. Après, l'idéal, ça serait d'avoir une secrétaire qui gère toute cette partie. L'assistant devrait avoir une secrétaire. C'est ça. Un nouveau concept. L'assistante de l'assistante. Alors, donc avec la nouvelle convention, il y a également eu donc la mise en place des 3 paniers. Donc le 100% santé, appelé aussi RAC 0, donc qui est entièrement pris en charge par les assurances maladies complémentaires. On a également le panier modéré, donc le RAC M modéré ou maîtrisé aussi, on peut trouver les 2 termes. Donc ce sont des actes en fait qui sont plafonnés par la sécurité sociale. Donc c'est pas le praticien qui a décidé, c'est la sécurité sociale qui a fixé les tarifs dans le cadre de la nouvelle convention. Et donc c'est un panier maîtrisé. Alors là aussi, les mutuelles en fait participeront par rapport au contrat qui a été signé. Donc, il n'y a pas forcément une prise en charge complète. Seul le 100% santé est remboursé intégralement. Et le praticien n'est pas obligé de demander le taquet. C'est un prix maximum, mais ceci dit, il peut demander moins. S'il a envie de demander moins, il peut. C'est ça. Et sur le devis, d'ailleurs, apparaîtra dans la colonne honoraire. Comment c'est stipulé de nouveau? J'ai un petit peu de mémoire. Honoraire, limite de facturation, apparaîtra le prix effectivement plafonné, et après, dans l'honoraire de prix de vente, apparaîtra le prix que le praticien a décidé d'appliquer. Mais toujours inférieur, jamais supérieur. On ne peut pas demander plus à ce moment-là. On ne respecte plus la convention et ça passe pas.
général, ils demandent, c'est pas valorisé non plus super haut les tarifs, donc ils demandent souvent le prix. Bah, le prix plafonné, en Ouais, fait, hein. ouais. Il y a dans beaucoup de cabinets où ça fait du bien justement Mhm. de plafonner un peu tout ce qui était prothèse adjointe, hein, Mhm. puisque Mhm. bah, si vous regardez l'exemple d'une prothèse complète, on a quand même, je crois de mémoire, elle est plafonnée à 1 600 €. Mhm. Donc 1 600 €, nous personnellement au cabinet, on n'y était pas, hein, on ne Mhm. demandait pas 1 600 Mhm. €. Donc c'est vrai que ça nous a fait du bien et en étant, je dirais, une augmentation légitime puisque Complètement. c'est imposé par la Sécu. Mhm. Donc il y a ce côté-là positif, hein. Donc le troisième panier, c'est tout ce qui est panier libre, donc les honoraires libres, donc qui sont fixés librement par le chirurgien dentiste avec tact et mesure, donc et pareil, prise en charge par Mhm. les Mhm. mutuelles en Mhm. fonction du contrat signé. Et ce qui fera rentrer en fait dans ces 3 choses, c'est le matériau finalement qu'on va utiliser pour faire C'est ça, le cette matériau prothèse et la localisation aussi, et la localisation aussi, la complètement. localisation dentaire en C'est fait, vrai, hein. c'est vrai. Et donc c'est pour ça qu'en fait, pour pouvoir déterminer les codes, il faut toujours à la base, en fait, on part du code de la couronne définitive pour déterminer le code de l'inlécor et de la couronne Oui, transitoire. oui, Enfin, inlécor, complètement. s'il y a évidemment c'est sourd dans Mmh l'étal, il n'y a mh. pas Mmh. d'inlécor, Mmh. mais c'est vraiment le code de la couronne Qui va aller définitive qui ensemble. détermine. On vous met un exemple. Parce que je rebondis sur ce que tu dis, on peut avoir des patients qui nous disent: «Mais moi, je veux la belle couronne, montée main par main avec la Voilà, une translucidité». céramo-céramique Voilà, une stratifiée. céramique, mais avec un inlécor, non précieux et en fait, ça, c'est pas faisable, on peut pas les C'est ça. dissocier. Il y a vraiment, on respecte les Ils vont codes et du ensemble. coup, avec les codes, ben, il y a les matériaux à Mmh. respecter Mmh. aussi, hein. Mmh. Donc là, un exemple sur une molaire, Mmh. si le praticien décide de faire une zircone monobloc, donc sur une molaire, ça figure dans le panier reste à charge modéré. Donc le code de la couronne, en fait, donc on vous a indiqué les différents codes. Elle est plafonnée à 440 €. La transitoire est plafonnée à 60 et l'inécor est plafonné à 175. Évidemment, c'est du non précieux. Mmh. Si pour cette même, je veux dire par exemple la 36, hein, si pour cette même dent, bah, le praticien décide de réaliser une couronne entièrement métallique non précieux, Mmh. bah, pareil, vous avez les 3 codes qui Qui n'ont vont rien à voir forcément avec les avec. codes d'avant Mmh. et qui sont plafonnés chacun aussi 290. Alors c'est vrai que comment dire, les prix des couronnes transitoires et des inlécors seront les mêmes, c'est 60 et Mmh. 175, Mmh. mais par contre le Mais ouais, code n'est pas le même. mais pas le même. Mmh. Et si par contre, effectivement, on décide ben, de rester dans de l'honoraire libre, on veut vraiment le nec plus ultra, la couronne céramo-céramique stratifiée. Donc là, on est dans des honoraires libres. Donc là, pareil, vous avez les 3 codes qui correspondent. Par contre, évidemment, ben, il y a juste la base de remboursement qui est indiquée et c'est à vous de déterminer vos tarifs Le tarif. sous la forme d'une entente directe, donc un ED. Mmh. Donc, comme on l'a dit, effectivement, il existe une multitude de codes, hein, environ Mmh. 750, que ce soit des actes remboursables ou non. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est un jour, ça peut toujours servir effectivement de savoir, bah, qu'est-ce que parce qu'en 750, ça fait quand même beaucoup. Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait, parce que des fois, dans le cadre de l'activité, il y a un acte qu'on réalise, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mmh. Est-ce qu'on peut éventuellement se faire payer? Donc en cherchant un petit peu en amont par rapport à votre pratique au C'est cabinet, on ça. peut très bien, ressortir des actes, des Mmh codes mh. qui existent Mmh. et se faire Mmh. payer en conséquence. Mmh. Mais n'oubliez pas toujours, la formalité du devis. Mmh. Le consentement. Et donc il est très important, ben, de bien lire les libellés aussi, hein, puisque là aussi, alors des fois les libellés sont très barbares et très longs, Mmh. mais lisez-les bien quand même puisque dans le Mmh. libellé, vraiment, c'est vraiment Mmh. la note de facturation, hein, Mmh. donc et utilisez le bon numéro de dent aussi. Oui, bah, de toute façon, il peut facilement y avoir des rejets parce que ça correspond pas, il y a quelque chose qui Il y bloque a dans les quelque chose de toute façon, à un logiciels, moment donné, si ça bloque, ça c'est qu'il y a un problème. c'est qu'il y a un code qui a pas C'est été, ça, c'est utilisé à ça, bon bon escient et du escient. coup, il faut revoir, hein. Donc, vous avez 2 possibilités en fait si vous avez un doute sur un code pour Mmh mh. rechercher effectivement, si c'est le bon libellé, si c'est le bon montant, s'il y a une base de remboursement. Vous pouvez soit passer par le compte, Amélie Amélie Pro de Pro. votre praticien, donc par le biais de la CPS et puis, saisir le code de votre Le code. praticien. Mmh. Ou alors vous tapez simplement CCAM en ligne et là On vous peut avez l'avoir. donc l'écran du bas qui s'affiche, hein, sur Google, CCAM en ligne. Mmh. Et vous pouvez faire une recherche soit par mots-clés, soit par code ou soit, Mmh par mh. chapitre. Mmh. Et vous pouvez aussi, si toutefois il y a vraiment un gros doute ou que votre praticien a un doute, on a quand même des chirurgiens dentistes, à la sécurité Tout à sociale fait, chirurgien dentiste conseil. qui peuvent être, enfin, qui sont relativement disponibles et qui peuvent répondre à tout ça. C'est ça.
un exemple. Hein. Donc, si vous cherchez le HBLD 403, donc c'est bien précisé, pose une couronne dentaire dentoportée céramo-céramique. Hein, donc, on est vraiment bien dans le céramo-céramique stratifié. On a donc accord préalable. Évidemment, là, il n'y a plus la notion d'entente préalable. On a, c'est un acte remboursable. Et donc, la base de remboursement, c'est 120 €. D'accord. Et on vous rajoute à la fin aussi, éventuellement, on en parlera un petit peu plus tard, les suppléments qu'on peut rajouter à ça. sur certains actes. Hein. Et dans vos logiciels, si vous allez dans les paramétrages des actes, par exemple, vous trouvez aussi tout ça. Hein. Il y a toujours le libellé, le nom, etc. Alors, justement, on en parle de ces fameux suppléments. J'ai appris plein de choses avec ça. Merci Nathalie. Mais je t'en prie. Vous allez apprendre plein de choses avec ça. Alors, il y a essentiellement donc les 3 suppléments dont on va se servir. Alors, en fait, il y en a 4 même. Le 4e correspond au supplément pour l'orthèse d'avancée mandibulaire. Ah oui. On facture l'orthèse d'avancée mandibulaire, voilà. Il existe un supplément aussi. Sinon, le YYY 614, donc c'est le supplément en fait pour les soins chirurgicaux dentaires pour un patient donc, qui est en ALD et qui est sous anticoagulant. Donc, c'est 20 €. Alors, c'est pas par acte, là, par contre, c'est par séance. C'est par séance. C'est pas 20 € sur chaque acte. Et c'est uniquement les actes de chirurgie, hein, enfin, donc l'extraction. L'extraction. C'est quand on met... alors, j'ai appris tout à l'heure que on met une éponge hémostatique parce que c'est les protocoles qui sont comme ça. Si vous avez un patient qui n'est pas en ALD où on va mettre cette éponge hémostatique, on le facture, il ne sera pas remboursé, mais on le facture. Et si un patient qui a un anticoagulant et que pour X raison on ne met pas cette éponge, c'est facturé quand même parce qu'on prend en charge un patient qui est sous anticoagulant, mais il faut qu'il soit aussi son anticoagulant dans une liste bien définie. Il y a une liste en fait qui est définie par la CPAM et où vous retrouvez les différents anticoagulants qui sont compatibles avec ce supplément-là. Le plus courant, c'est Préviscan et Vikis. Mais après, il y a d'autres. Il y en a d'autres qui sont moins courants, mais on a toujours les mêmes qui reviennent un petit peu finalement. C'est ça. Et vous pouvez télécharger cette liste-là sur Amélie aussi. Hein, comme ça, vous aurez les différents anticoagulants. De même, quand vous créez votre fiche patient, si vous allez dans l'historique médical, vous avez toujours un onglet, en fait. Si tu saisis tout de suite, en fait, que c'est un patient sous anticoagulant, tu coches. Lorsque tu vas saisir ton code pour l'extraction, il va te rajouter d'emblée le supplément d'un acte. Ah, d'accord. Bon, ben, je vais appeler mon logiciel dès demain matin pour lui dire que chez nous, il ne fait pas ça. De même, donc, pour les 2 autres suppléments donc, qui correspondent aux patients qui ont un handicap lourd, dans votre bilan de santé, si vous cochez aussi handicap, il va vous mettre d'office le supplément qui correspond. Alors, le 183 correspond à une prise en charge d'un patient donc en handicap lourd sur une séance. Si on le revoit plusieurs fois, il faudra plutôt saisir le 185, donc qui correspond à 2 séances ou plus, et donc il y a une valeur de 200 €. Et là, c'est toujours délicat quand on a un patient avec un handicap. Souvent, il est accompagné, mais à l'époque, on devait avoir un justificatif. Maintenant, c'est différent. On a une grille à remplir. Depuis 2020, effectivement, le fait d'avoir la PCH ou l'AEH, voilà, on n'est pas obligé comme quoi ils sont effectivement reconnus handicapés. C'est trop délicat quand même. Mais là, on remplit cette grille-là et si on coche au moins une des cases, si ça correspond aux critères qu'ils nous donnent, à ce moment-là, le supplément est justifié. Et pareil, ce document-là est à conserver aussi dans le dossier du patient et à faire demandé. Voilà, et à faire à chaque séance. C'est ça. Et qui peut être demandé par la Sécurité sociale pour justifier justement du dépassement du supplément. Là, c'est plus au praticien en fait qu'à l'assistant de remplir ce. C'est le praticien qui remplit. N'oubliez pas que l'assistant travaille toujours sous contrôle, sous l'autorité d'eux. Hein, donc, quoi que vous fassiez, on ne pourra jamais vous incriminer vous, ce sera toujours le praticien. C'est pour ça aussi qu'au quotidien, quand on a des actes à saisir, en fait, l'assistante, même si on sait quel temps c'est, combien de faces et qu'on connaît à force nos actes, on ne va pas nous les saisir directement sur l'ordinateur, c'est sous la transmission du praticien. Donc, soit lui, il les transcrit, soit il va nous dire 16, 2 faces, etc. etc. et ce sera validé
par lui. C'est C'est des ça. actes que lui, il fait. Où on peut qui très valident. bien le saisir, mais demander toujours confirmation au Voilà, moi en praticien que général, c'est c'est bien. 16 de composite, oui, c'est ça. Puis c'est même déjà arrivé de faire corriger. Mais voilà, c'est pas notre rôle et c'est la responsabilité. C'est le ça. praticien qui fait les Bah, actes. c'est le praticien qui va après avoir un problème si, Mais oui, si le codage ne se fait mais pas oui, correctement. mais hein, oui. donc, effectivement. Donc ici, on vous a mis un exemple en fait de code qui existe, alors que peut-être on ne connaît pas forcément dans la pratique courante, hein, mais justement des codes qui existent pour lesquels le praticien peut se faire honorer. Par exemple, vous avez un patient qui vient en soins et il a fait faire une couronne il y a 30 ans ailleurs, il y a une infection, il y a un morceau de bourre-pâte qui a cassé dans la racine. Et donc, le praticien souhaite déposer donc la couronne, la reconstitution coronaire, reprendre le traitement de racine en essayant de sortir le morceau de bourre-pâte. Et puis au final, faire donc reprendre le traitement de racine et faire une couronne provisoire de temporisation. Donc voilà, les différents codes qu'on peut demander. évidemment, toujours pareil, il faut les connaître. C'est ça, c'est ça. Donc, vous avez un code qui correspond à l'ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire, donc c'est le fait de déposer la couronne. L'ablation, pareil, de l'ancrage coronoradiculaire, donc l'ARC, l'ancienne RC, il existe un code. Ablation d'un corps étranger d'un canal radiculaire d'une dent, donc le fait d'enlever donc le bourre-pâte. La désobturation endo, qui existe aussi. La reconstitution coronaire provisoire pour un acte endo sur une dent délabrée. Donc évidemment, tous ces actes-là, il existe un code, mais il n'y a pas de remboursement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un devis. C'est un devis à soumettre à la mutuelle. Et, c'est ça. Sachant que, par exemple, on voit dans le quotidien l'ablation d'une couronne qui est là depuis un moment. Pour la déposer, ça va prendre du temps. Ils ont des fraises qui sont à usage unique et pas donné. Enfin, voilà, tout ce travail, ça a un coût quand même. Donc ça, ils peuvent le facturer. Et évidemment, si vous mettez un coût raisonnable, oui, voilà. Alors c'est sûr qu'après, il ne faut pas partir dans des délires. Et le retraitement qui est considéré comme un soin, lui, n'apparaît pas sur le devis. Alors, la désobturation, oui. Par contre, effectivement, le traitement radiculaire, c'est un soin opposable, donc il n'y a pas besoin, au même titre que la radio. Si on fait une radio avant, pendant, après, ça, c'est des choses qui sont actes opposables, donc tarif sécurité sociale, donc il n'y a pas besoin, effectivement, de faire un devis. Et je trouve que c'est toujours bien de dire aussi aux patients, quand on fait ce genre de devis, voilà, on va retraiter la racine. Quand on va retraiter, ce sera un soin. Il n'est pas sur devis, mais ça, ce sera pris en charge. Sinon, ils sont toujours un petit peu étonnés. Donc, je trouve que c'est bien de le signaler aussi aux patients que les soins ne sont pas dedans. C'est vrai que souvent, les gens ne se rendent pas compte non plus du travail que ça représente, de déposer, de déposer, de refaire, de repasser derrière. Donc là, au moins, ça valorise aussi le travail du praticien. Bien sûr, et puis le praticien a un coût horaire quand même. Alors, j'ai décidé aussi de vous parler de la complémentaire santé solidaire. Évidemment, il y aurait plein d'autres choses encore à dire, comme l'AME ou voilà. Donc, la complémentaire santé solidaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vient en remplacement de la CMU-C et de l'ACS qui existait avant. Et donc, depuis 2019, donc, est arrivée la fameuse complémentaire santé solidaire. Donc, c'est une mutuelle qui peut être soit gratuite pour le patient ou avec 1 euro par jour, donc à peu près 30 € par mois. C'est en fonction des plafonds du foyer fiscal. Il n'y a pas d'avance de frais, c'est une prise en charge directe. C'est ça, c'est un tiers payant intégral, donc pour tout ce qui est soins conservateurs. Et par rapport donc à tout ce qui est prothèse conjointe, adjointe, ortho et réparation, il existe un panier de soins qu'on est obligé de respecter. De respecter aussi. Donc là aussi, je vous invite éventuellement à télécharger le panier de soins. Il est sur 3 pages, où vous avez effectivement tous les actes qui sont dans ce panier avec les tarifs qu'on n'a pas le droit de dépasser. Donc là aussi, même si le patient ne paye pas, il faut quand même lui faire signer un devis par rapport au consentement, pour que le patient sache qu'on va lui réaliser en bouche, en fait. Il ne puisse pas dire par après, on m'a fait des choses et je n'étais pas au courant. Et petite chose aussi pratique au quotidien, de vraiment demander l'attestation, qu'il soit vraiment à jour, que sa carte vitale soit à jour, enfin vraiment...
Voilà, éviter encore d'avoir des surcharges administratives. Il pense encore être C2S et il n'a pas forcément fait la demande, c'est une demande qui ne se met pas automatique, qu'ils doivent faire, hein, qui ne Ah, pas c'est une demande automatique. que le patient fait, Pas... tout à fait, puisqu'il y a cette condition de ressources. C'est ça, et c'est déjà arrivé Donc, d'avoir des patients qui disent non, mais moi je suis C2S, mais c'est bizarre, vous ne l'avez plus, vous êtes renseigné. En fait, ils ne le sont pas, mais ils pensent l'être encore. Et c'est valable Soyez un an. prudente. Donc, c'est Oui, vraiment valable un an. c'est Et les ça. droits démarrent un mois après la signification des... C'est-à-dire que le patient reçoit un courrier, par exemple, le 15 juin, en disant, voilà, il a la C2S lui a été accordée. Mais c'est à partir du 1er juillet, en fait, que c'est le mois d'après. Période de carence. Voilà. Donc là aussi, attention, parce que s'il vient en soins le 15 juin, ce ne sera pas pris en charge dans le cadre de la C2S. Hein. Donc là aussi, des fois, les gens ont un petit peu du mal à capter ça. Oui. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Autre petit point aussi que je peux vous préciser, c'est que un petit conseil aussi, si jamais vous avez un souci justement de droit pas à jour, le patient ne sait pas, il n'a pas de droit, enfin, il n'a pas d'attestation, allez sur Amélie. Amélie est très bien fait, Amélie Pro. Oui, vous saisissez le numéro de sécu du patient et vous avez les droits en temps réel. Donc, exactement, qui sont à jour, en fait, c'est ça, vous êtes en temps connecté réel. directement. Moi, je le fais régulièrement, parce que des fois, ils peuvent vous présenter une attestation et finalement, et les droits ont changé. Les droits ont changé entre-temps pour X raisons et c'est pas valable. Ça. Du coup, voilà, tant qu'il remplit son questionnaire médical, vous allez sur Amélie Pro et voilà, c'est pas contrôler le patient, mais c'est vérifier ses droits. Bah, vérifier quelque part, oui, c'est quand même. Bah, le but après, c'est que le cabinet soit quand même réglé. Bien sûr. Parce que si après on est obligé de courir, de faire des relances, d'appeler le patient, de refaire des feuilles de soins dégradées ou des feuilles de soins papier parce que pour X raison, déjà d'une part, ça rajoute du travail à l'assistant, et d'autre part, pendant ce temps-là, le cabinet n'est pas payé. Donc voilà, même si c'est une structure médicale, on reste quand même une petite entreprise. Et il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, parce que sinon, ça ne va pas le faire. C'est évident. Donc, alors, pourquoi effectivement maîtriser, savoir bien coder, savoir bien facturer tout simplement, en fait, pour éviter un contrôle d'activité. Contrôle d'activité donc qui génère stress évidemment et inquiétude pour le praticien, puisque c'est le praticien qui est mis en cause. D'ailleurs aussi, petite précision, lorsque vous parlez de télétransmission, normalement l'assistant dans la journée génère des feuilles de soins électroniques et c'est le praticien le soir qui télétransmet avec sa CPS, puisque la télétransmission c'est une signature électronique. Au même titre qu'il signe une feuille de soins, quand il va valider, il va certifier qu'en fait les actes ont été réalisés et qu'il a été réglé. C'est juste la signature de la feuille de soins, ça correspond en fait au fameux CLIC. Et c'est le praticien, parce que nous on ne signe pas les feuilles de soins, donc c'est le praticien qui fait ça. Nous on les génère pour les mettre de côté. On génère des feuilles de soins électroniques, et alors ça aussi, avec la carte CPE. Donc, vous générez vos feuilles et c'est le soir, on sort la CPE et on met la CPS du praticien et c'est le praticien qui rentre son code et qui télétransmet. Donc, le contrôle d'activité, en fait, qu'est-ce qui peut déclencher un contrôle d'activité? C'est les patients qui se plaignent à la sécurité sociale ou alors c'est un chiffre d'affaires qui est très élevé par rapport au nombre d'actes, par rapport à des consultations, puisque en début d'année, le praticien reçoit le SNIR, donc le fameux relevé de tous les actes qu'il a réalisés durant l'année, où il y a une sorte de notation par rapport à la moyenne. En fait, il donne la moyenne nationale et il voit où est-ce qu'il est, placé par rapport à la moyenne. Donc, effectivement, si à un moment donné, il y a 3 petites étoiles ou plus qui ressortent par rapport à certains actes, voilà. Alors, évidemment, si c'est justifié, il n'y a pas de souci. Mais sachez que à la sécurité sociale, nos dentistes conseillent qui avant passaient leur temps à examiner des demandes d'entente préalable. Depuis que cette formalité-là a été supprimée, ils ont un petit peu plus de temps aussi maintenant pour surveiller un peu ce que facturent les praticiens. Et donc, du coup, ou alors s'il y a des codages, en fait, j'en ai un exemple, on extrait une 36 aujourd'hui, et la semaine prochaine, le patient vient, et puis vous vous trompez dedans, au lieu de mettre la 46, vous mettez la 36, et vous faites un traitement de racine, quoi. Donc, à un moment donné, alors si ça arrive une fois, c'est pas dramatique, on s'en rend compte, on fait une feuille de soins corrective, et on envoie ça à la Sécu en disant, voilà, on s'est trompé de numéro dedans. Mais il ne faut pas que ce soit répétitif, parce que sinon, la sécurité sociale, ils vont se dire, mais il y a quelque chose un coup, ils extraient, un coup, ils font un traitement de racine. Au même titre que quand on facture sans faire exprès 2 fois les mêmes actes,
Ils vont aussi venir en disant mais vous avez fait repayer un acte qui a déjà été fait, et puis là, ils demandent des indus. Quand c'est récurrent, effectivement, à un moment donné, ils font des questions, ce qui est légitime. Hein. Il faut se méfier. Hein, donc, alors, sachez aussi qu'il y a certains syndicats, donc les syndicats des praticiens, hein, qui mettent à disposition en fait des outils en fait pour trouver les bons codes CCM aussi. Hein, où en fait, pareil, il suffit de rentrer. Alors, soit c'est par chapitre, prothèse conjointe. Voilà, je vais faire une couronne céramique sur une molaire. Donc, ça va vous renvoyer sur les différents codes qui existent. Voilà. Donc, je sais que certains syndicats le font. Hein. D'accord. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, le contrôle, le service de contrôle de la sécurité sociale donc, analyse les feuilles de soins qui sont émises. Hein. Donc, là, dès qu'il va y avoir des feuilles qui vont paraître un peu suspectes, ils vont les sélectionner. Ils vont les sélectionner et puis le praticien forcément est averti par courrier. Donc voilà, en disant que il y a un contrôle qui commence à se déclencher, enfin qui est déclenché. On va lui dire aussi qu'éventuellement les patients vont être convoqués. Donc lui va avoir la liste des patients qui seront convoqués à la sécurité sociale pour vérifier justement si ce qui a été facturé a bien été réalisé. Et puis donc là, le praticien, je conseille fortement de donner toutes les explications possibles, hein, puisque s'il ne donne pas suite, c'est que le praticien accepte le contrôle. Et là, à ce moment-là, donc il y a une notification qui est faite en recommandé au praticien avec évidemment des griefs, hein, donc des suites. Alors, quelles sont les sanctions? En fait, les sanctions, déjà d'une part, le patient est averti. Donc déjà ça, au niveau de publicité, c'est pas le top. Sûr, ouais. Par contre, si c'est justifié, ça peut être très bonne publicité. Oui, tout à fait. Donc le patient est averti, le praticien, il est dans le collimateur de la CPM. Hein, donc, alors bon, si c'est un contrôle dans sa carrière, ça va, mais faut pas que ce soit récurrent. Et après cela, il peut y avoir des sanctions disciplinaires, donc en plus du paiement des indus. Hein, donc déjà, s'il part du principe que certains actes, ils vont effectivement faire la liste de ce qui a été facturé à tort, donc il va falloir rembourser. Et après, il y aura encore des pénalités financières. Donc, il rappelle la réglementation. Procédure de récupération d'indus, pénalité financière et évidemment le Conseil de l'ordre est averti aussi. Donc avec derrière, en fonction de la gravité, des sanctions qui peuvent être une plainte au pénal, suspicion de fraude. Il y a eu une grande affaire il n'y a pas si longtemps que ça, si vous avez un petit peu suivi. C'est ça. Voilà, où ils ont remarqué qu'il y avait des choses, beaucoup de choses facturées, beaucoup de choses faites et qu'il était impossible au quotidien de faire. Voilà, heureusement, ça reste rare. Oui, heureusement. Oui, hein? Après, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a la sécurité sociale qui a son droit de regard. Bien sûr. Hein. Donc, je précise bien effectivement la sécurité sociale qui a son droit de regard, hein, puisque souvent maintenant, on a de plus en plus de mutuelles qui demandent des justificatifs, les fiches de conformité par rapport aux travaux prothétiques, des chartings par eau quand on facture un assainissement parental, des choses normalement que la mutuelle n'a pas le droit de faire, puisque seule la sécurité sociale a ce droit. Je rebondis là-dessus quand tu dis qu'en fait, ils ont le droit de demander pour vérifier si c'est la bonne chose qu'on a faite. Quand on met une prothèse à un patient, qu'on lui donne la traçabilité, je trouve, moi, que c'est hyper important quand on la donne à notre au patient, c'est aussi mettre en avant le travail d'un prothésiste qui travaille dans l'ombre. C'est ça. Donc, je leur dis, voilà, c'est ce prothésiste-là qui vous a fait votre travail. Et c'est un peu quand on achète aussi un bijou, hein, c'est la traçabilité du matériau, de ce qu'on utilise. Alors, je le donne au patient, je le scanne aussi dans son dossier parce que sincèrement, la majorité des cas, quand ils reviennent, « Oh, la mutuelle m'a demandé, je ne l'ai pas », on l'a dans le dossier, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est aussi un hommage, et les prothésistes font partie intégrante de notre équipe et je trouve ça important que le patient sache qui c'est un tout, c'est un binôme en fait. C'est ça, c'est un vrai travail d'équipe. Le praticien qui fait son travail d'empreinte de taille du fauteuil, mais nous qui l'assistons et le prothésiste qui fait un gros boulot derrière aussi. Voilà, on arrive presque sur la fin de ce webinaire. Nathalie, tu avais encore
quelque Des chose choses à à rajouter? rajouter? Non, je crois que dans l'ensemble, alors comme dit, oui, j'aurais plein de choses à dire encore sur la Oui, on CCM, hein, pourrait, mais je dirais que dans l'ensemble, voilà, ça c'était vraiment les points importants. important. Faites vraiment très attention aux libellés. Les libellés, des fois, peuvent être effectivement longs Mhm. et, Il faut les comprendre. et enfin ambigus si on Mhm. s'arrête au début, en fait, et Mhm. on peut très vite facturer des choses Mhm. qu'on n'a pas faites, en fait, parce qu'on n'est pas allé au bout du libellé, Tout à quoi, tout fait. simplement. Tout à Donc, fait. voilà, ça, je dirais, c'est un petit peu l'inconvénient de la CCM, c'est les libellés, des fois, avec des termes un peu barbares. Ouais. Merci Nathalie. Alors, on vous avait proposé de nous poser des questions, hein. On a eu pas mal de questions. La première de Martine. Comment cela se passe-t-il quand nous avons un patient sous tutelle pour l'acceptation du devis? Alors, pareil, un patient donc, qui est sous tutelle n'a pas capacité à décider. Donc, un patient chez qui il va falloir faire des actes où il y a soit un dépassement d'honoraires ou pas de prise en charge du tout par la sécurité sociale, il faut lui établir un devis. Et ce devis-là, c'est le tuteur qui va Qui va donner son signer. accord. Souvent, dans le quotidien, c'est des organismes qui font ça. On a l'UDAF Oui, ou autre, et l'UDAF, ça se tout gère à facilement fait. par mail, au même titre que les règlements. On envoie le mail, on explique un petit peu, souvent ils nous appellent, voilà, et on attend l'accord signé de la C'est tutelle ça. avant de commencer C'est ça. les travaux. Donc, en aucun cas, le patient qui signe, hein, puisque si derrière il y a un souci, il y a pas, c'est pas reconnu juridiquement, Tout à fait. Mais oui. il est démis de ses fonctions. Voilà. Ensuite, Francine nous demande, est-ce qu'il y a un code particulier et une prise en charge particulière pour le bridge sur un plan? Alors, le bridge sur un plan, comme tout ce qui est en rapport avec l'implantologie, il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale. Donc, le bridge sur un plan, oui, il existe un code. C'est le même code que vous utiliseriez pour un bridge dentoporté. Sauf que, à un moment donné, au moment où vous saisissez l'acte, il va vous demander est-ce que le bridge remplit les conditions de facturation. Donc là, vous répondrez non, et donc il n'y aura pas de base de remboursement sécurité sociale. Et sur la feuille de soins, si je ne me trompe pas, il y a marqué prise en charge exceptionnelle ou quelque chose. C'est quand ça rentre dans le cadre. Quand ça rentre dans le cadre d'un bridge dentoporté, en fait, il y a une petite croix qui est mise sur la fiche, la feuille de soins, et c'est ce qui justifie le remboursement. Donc là aussi, avant, en fait, on partait du principe que les bridges étaient remboursés. Et peu de temps après, ils ont changé la procédure. C'est-à-dire, c'est au praticien de décider si le bridge est remboursable ou pas. Donc, la balle est dans votre camp. Donc, si vous déterminez qu'il est remboursable et qu'au final, il y a un contrôle derrière et qu'il ne l'est pas, vous avez tout faux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on revient de nouveau au même. On revient exactement au même. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose de très intéressant, c'est que quand vous faites une couronne sur un plan unitaire et une couronne sur un plan unitaire qui ne sont pas solidarisées, c'est remboursé chacune comme une couronne. Par contre, dès qu'elles sont solidarisées, pour X raison, paro ou autre, même si on ne fait pas forcément des implants sur de la paro, mais dès que vous les solidarisez, ils sont plus pris en charge. C'est ça. Voilà. Et à savoir aussi que la couronne sur un plan est moins bien prise en charge que la couronne dentoportée. Dentoportée, c'est 120 €. Et la couronne sur un plan est à 107,50 €. Elle est restée encore à l'ancien. Encore à l'ancienne. Et pourtant, elles sont souvent plus coûteuses parce qu'il y a un travail de laboratoire derrière qui est aussi plus important. Bien sûr. Plus important. Donc là, il y a encore des choses à faire aussi. Encore des choses à modifier. Alors, comme quoi, on apprend vraiment, voilà, ça fait 28 ans que je suis dans le métier et j'apprends encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'invite vraiment tous les assistants à continuer à se former. Et merci pour ce webinaire, merci Cronceram, parce que finalement, j'espère et je pense qu'on vous apprend pas mal de choses et on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas besoin d'être… on n'a jamais fini d'apprendre. Non, on n'a jamais fini d'apprendre. Pour en revenir du coup au devis, dans la première partie, il y a aussi beaucoup d'informations et souvent, enfin, là où le patient doit remplir, on a des petits points, des petits traits. Donc, quand vous donnez le devis, moi, je leur dis, vous remplissez cette case-là. Sinon, le patient, il va rentrer chez lui, il va prendre son devis, il va tout lire, il va être complètement perdu. Donc, on simplifie vraiment les… Oui, notamment tout ce qui est numéro d'adhérent pour la mutuelle. Voilà, ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas pré-remplir pour eux. Évidemment, nous, par le biais du dossier, on va avoir la carte vitale, donc on va avoir son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale.
Mais après, effectivement, alors l'adresse s'affiche aussi, Mhm. mais dès qu'il y a un numéro d'adhérent D'adhérent. de la mutuelle ou le nom de la mutuelle, ça, c'est des Mhm. choses Mhm. qu'on n'a pas forcément, Mhm. à moins vraiment de faire des tiers payants, Mhm. des prises en charge auprès des mutuelles. Mhm. Est-ce que c'est des choses qui se font régulièrement, ces prises en charge auprès des Ça dépend mutuelles? des praticiens. Ouais, Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de mutuelles qui acceptent de faire les prises en charge, hein. Oui. C'est vrai que nous, au cabinet, on a essentiellement Alméris et Santé Claire. Mhm. Mais déjà parce qu'au départ, il a fallu faire une demande de partenariat. Et, Mhm. donc, il y a tout un travail administratif qui a dû être fait en amont, qui n'était pas évident à mettre en place. Bon, une fois que c'est mis en place, ça va. Mais, Mhm. et après, il y a beaucoup d'autres mutuelles qui ne veulent pas. Bizarrement, quelque part, des fois, ça serait mieux effectivement d'être payé directement Mhm. par la mutuelle et puis le Mhm. patient règle vraiment la partie à charge, Mhm. s'il y en a une, Mhm. plutôt que de devoir attendre que le patient soit remboursé, puis, ou qu'il dépense l'argent pour faire autre chose. Et, Oui, oui, oui. Ça, c'est un réel discours un peu particulier, ces histoires de prise en charge, parce que finalement, je trouve que dans notre profession, le fait que le patient ait à régler, ça donne aussi un peu la valeur des choses, hein. Quand ils disent, mais la pharmacie, on ne paye pas. Si on devait avancer les frais à la pharmacie et qu'on aurait peut-être la valeur, mais c'est un autre discours, mais on peut déborder un petit peu. Si on connaissait un petit peu la valeur des choses, on le ferait un peu autrement. Et moi, je trouve que c'est bien finalement de savoir, tout à fait. de payer directement, de savoir ce que ça coûte. Et après, c'est vrai que c'est des sommes quand même, quand il y a des réhabilitations, des choses comme ça. Nous, dans notre cabinet, par exemple, on propose aux gens, vous pouvez nous laisser un chèque de ce qui va être remboursé par la sécurité sociale, de ce qui va être remboursé par la mutuelle. S'il reste à charge, voilà, le patient peut aussi le fractionner et le chèque mis de côté, on peut attendre le remboursement et ça évite au patient d'avancer les Mais frais, hein. bien préciser aux patients de ne pas dépenser l'argent pour autre chose. Sinon, on a eu le C'est cas ça. deux Ah, fois là en peu de temps et c'était pas cool parce d'accord. que du coup, oui, mais j'ai dépensé l'argent, est-ce que je peux vous régler en 5 fois, quoi? Ben oui, D'accord. mais bon, c'était pas le deal au départ. Oui, 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 Donc, c'est clair. alors évidemment, on va pas dire non puisque sinon on n'est pas payé du tout. C'est ça. Mais quelque part, il y a Mhm. ce danger-là, en fait, c'est que Bien les sûr. gens prennent l'argent pour autre chose, quoi, hein. Sachant qu'en général, ils sont remboursés, allez, 4-5 jours ouvrés par la sécurité Voilà, tout à sociale, fait. une dizaine de jours par la mutuelle. Moi, je sais que quand j'ai des chèques en attente et que je demande aux patients, je leur dis bien, vérifiez régulièrement votre compte. N'attendez déjà pas le décompte sécurité sociale ou mutuelle, quoique sur Amélie, ça va relativement vite. Et ce que je fais, c'est que au bout d'une quinzaine de jours, je les appelle et je leur dis, écoutez, voilà, je ne sais plus, vous m'aviez donné une date, enfin voilà, est-ce que ça y est, je peux mettre votre chèque à l'encaissement? La majorité des fois, ils disent, ah, mais ils ont complètement C'est oublié. ça, Voilà. c'est ça. On arrive sur la fin. J'espère vraiment que vous avez appris plein de choses. En tout cas, un grand merci. C'était un Merci à vous tous plaisir. et puis C'était vraiment un plaisir. Voilà, j'espère. Vous allez avoir un petit questionnaire à la fin où on va vous demander quels sont les thèmes que vous aimeriez aborder. Alors, n'hésitez pas à envoyer des thèmes. Comme ça permettra de vous profitez-en former. puisque le laboratoire Canceram nous ouvre cette porte-là de Oui. faire des Oui. webinaires. Donc, c'est Merci. vraiment l'occasion de soumettre vos thèmes que vous souhaiteriez. Et du coup, je reviendrai avec plaisir pour le prochain webinaire, hein. De toute façon, les informations vous seront données par les réseaux sociaux, par le site Cronceram, par la page Facebook Cronceram, Tout à fait. hein. Merci encore, Merci à vous, Nathalie. merci à toi, Sonia. Ouais, Et puis, c'était intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. On va dire aussi un grand merci à la technique, hein, c'est derrière, ça, hein. tout à fait, qui œuvre dans l'ombre. C'est ça. Merci encore à Morgane et à Morgane et à Stéphane. Et merci surtout à vous, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas là, voilà, Voilà, sans vous, on n'est rien. sans vous, on n'est rien. Tout à fait. Voilà. Alors, on vous souhaite une bonne Bonne soirée. soirée. On vous dit à très vite et surtout, donnez-nous des thèmes, idées. des idées, des thèmes et on va éplucher ça, on prendra les meilleurs, on prendra voilà, ce qu'il nous faut pour pouvoir revenir très vite. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée et au plaisir. Merci.